Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau Premier ministre pour le Maroc, Aziz Ahanouch, a été nommé chef du gouvernement marocain. Une nomination faite ce vendredi par le roi Mohamed VI qui l'a chargé de former une nouvelle équipe dirigeante. Vers la réouverture des frontières entre la Tunisie et la Libye, le président tunisien Kais Saied et le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba se sont concertés sur le sujet, concertation qui a débouché sur un accord de principe. Et puis un nouvel objectif pour la Société nationale des hydrocarbures au Cameroun. La compagnie entend investir dans les énergies renouvelables. Les détails à suivre dans ce journal. Il est le nouveau Premier ministre du Maroc. L'homme d'affaires Aziz Ahanouch a été nommé ce 10 septembre chef du gouvernement. Cette nomination effectuée par le roi Mohamed VI intervient peu après la victoire de son parti, le Rassemblement national des indépendants, aux législatives du 8 septembre. Prochaine étape pour le nouveau Premier ministre, la formation d'un gouvernement. Nathalie Mou. Après la razzia de son parti, le Rassemblement national des indépendants, RNI, aux législatives, Aziz Ahanouch, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts depuis 2007, devient le nouveau Premier ministre du Maroc. Il a été nommé ce 10 septembre 2021 par le roi Mohamed VI. Reçu au palais royal à Fès, Aziz Ahanouch a été appelé à former son gouvernement dans de brefs délais. Il va pouvoir aujourd'hui nommer des gens qui vont accélérer la modernisation du Maroc et surtout relever les défis majeurs, les défis sociaux qui sont considérables donc les ministres vont avoir des profils de technocrates et des techniciens. Et puis ayant surtout la connaissance intime de la réalité économique du pays. Une consécration pour Aziz Ahanouch qui compte aussitôt lancer des pourparlers avec les autres partis pour la composition de son gouvernement. La préoccupation du nouveau chef du gouvernement est claire, répondre aux attentes des Marocains. Réputé proche du monarque du Maroc, il est fortement enraciné dans l'actualité de son pays. C'est d'ailleurs un homme d'affaires influent. Sa fortune évaluée à 2,2 milliards de dollars fait de lui, à 60 ans, le Marocain le plus riche selon le magazine Forbes. D'affaires ayant réussi à la tête de son groupe va pouvoir appliquer les recettes qui ont marché pour lui et donc comparaison n'est pas raison, mais il va pouvoir instiller cet esprit de gestion rapide, d'une conscience des forces et des atouts du Maroc et le Maroc aujourd'hui, il est plus que jamais dans un défi post-Covid. Depuis 2016, la direction du parti RNI est assurée par Aziz Ahanouch. Actif depuis 23 ans, le RNI a infligé le plus grand revers électoral aux islamistes modérés du Parti de la Justice et du Développement PJD lors des élections locales du 8 septembre 2021. Il a remporté 102 sièges sur 395 au Parlement contre 13 pour le PJD. Rappelons que ce parti comptait 125 députés au Parlement durant la dernière législature. La Tunisie et la Libye s'accordent sur la réouverture de leurs frontières. Le sujet était au cœur des discussions ce jeudi 9 septembre lors de la rencontre entre le président tunisien Kais Saied et le chef du gouvernement d'union nationale libyen Abdelhamid Dbeiba. Rencontre durant laquelle les deux dirigeants se sont entendus sur un accord de principe relatif à la reprise du trafic terrestre et aérien. Marie-Raphaël Antelo. Le 9 septembre 2021, le président tunisien Kais Saied et le chef du gouvernement d'union nationale libyen Abdelhamid Dbeiba sont parvenus à un accord de principe. Cet accord a été signé à l'occasion de la visite du gouvernement d'union nationale libyen en Tunisie. Cet accord de principe concerne notamment la mise en place d'un protocole commun pour reprendre le trafic terrestre et aérien aussi rapidement que possible entre les deux pays. Voilà, la Libye partage les frontières avec 6 pays africains, parmi lesquels la Tunisie constitue l'une des passerelles les plus importantes en termes de sa stabilité au plan sécuritaire.
Il est évident que depuis 2011, année de déclenchement de l'instabilité sociale, politique et institutionnelle en Libye, nous avons assisté à des passerelles de l'immigration clandestine, partant notamment de Tunis vers la Libye. Et donc c'est une urgence pour le gouvernement libyen, dans le cadre d'une sortie de crise, de pouvoir alors lever la paix et la stabilité vis-à-vis de ces pays voisins. Les échanges entre les deux autorités politiques ont également porté sur les moyens de mieux contribuer à la reconstruction de la Libye, ainsi que la nécessité d'intensifier la coordination et les échanges d'informations pour sécuriser les frontières et lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. En vue de réaffirmer leurs liens étroits, les deux pays annoncent des possibilités d'aboutir à de nouveaux accords. L'autre réalité qu'il ne faut pas occulter, ce sont les similitudes communautaires entre ces deux peuples tunisiens et libyens. Il est même difficile dans les frontières tunisio-libyennes de pouvoir assurer un contrôle efficace, d'autant plus que les peuples se fréquentent de part et d'autre. Depuis lors, le président Kadhafi, historiquement, a été soutenu fortement par la Tunisie dans son accession au pouvoir en Libye. Donc voilà autant de raisons, aussi bien au plan historique, culturel, géopolitique, qui peuvent justifier et également un tel rapprochement de ces deux États. Selon certains observateurs, cette rencontre est l'occasion pour les deux pays de passer en revue les liens forts de fraternité et les relations fructueuses de coopération entre eux dans divers domaines. Cette rencontre va par ailleurs permettre de réaffirmer l'unité de destin et la cohérence du développement, de la stabilité et de la sécurité dans les deux pays. Dans l'actualité également, une affaire qui avait suscité choc et émotion au Cameroun. Le 24 octobre 2020, une école bilingue de la ville de Koumba, située dans la région du sud-ouest, avait été la cible d'une dizaine d'hommes armés venus à moto. Un drame qui a coûté la vie à 7 écoliers âgés entre 9 et 12 ans. Ce mardi 7 septembre, la sentence est tombée pour 4 accusés. Le tribunal militaire de Bouéa les a condamnés à la peine de mort avec fusillade sur la place publique. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense publié ce vendredi. Le document précise également que ces hommes ont été condamnés pour actes de terrorisme, hostilité contre la patrie, insurrection, sécession et assassinat. On reste au Cameroun où la Société nationale des hydrocarbures s'est donné un nouvel objectif. Elle entend en effet investir dans les énergies renouvelables. Si la compagnie ne donne pas plus de précisions sur ses futurs investissements, il représente un enjeu de taille à l'heure où l'accès à l'énergie reste encore un véritable défi en zone rurale. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo. Au Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures envisage investir dans les énergies renouvelables. Selon la Société nationale des hydrocarbures, cette mesure sera prise par l'entreprise dans le but de se conformer aux nouvelles actions du plan de développement 2020-2024 du pays. Toutefois, d'après les autorités, cette mesure pourra contribuer au renforcement du pourcentage d'énergie distribuée dans le pays. Évidemment, on est là au cœur d'une entreprise qui est en train d'émerger dans la diversification de ses activités. Et vous avez vu sous cet angle, il y a quand même un plus, un ajout des recettes qui vont servir au budget de l'État. Et vous savez, aujourd'hui, le Cameroun a besoin de basculer vers des énergies alternatives parce que le déficit énergétique quand même du Cameroun fait véritablement problème. Selon l'UNESCO, le Cameroun dispose d'un potentiel significatif en sources d'énergie renouvelable, avec notamment un important gisement solaire et de grandes ressources de biomasse. Selon certains experts, l'investissement du pays dans les énergies renouvelables sera un exploit pour le secteur énergétique national. Alors déjà, il faut savoir que c'est un peu diversifié, c'est à géométrie variable, parce que l'hydroélectricité représente à elle seule 73% de l'énergie produite au Cameroun. Les biomasses sont à 1% et puis les énergies fossiles sont à 26%. Et vous voyez, dans la moyenne au niveau du PIB du Cameroun, ce secteur énergétique représente à peu près 3,8% du PIB du Cameroun. C'est véritablement insuffisant. Parce que pour un pays qui veut devenir un pays industriel dans la SND 30, en réalité, on devra aller au-delà. Au Cameroun, l'accès à l'énergie demeure précaire, notamment dans les zones rurales, malgré les efforts fournis par les autorités. Selon des statistiques officielles sur le pays, le taux d'électrification s'élève à moins de 22% dans les régions du nord et de l'extrême nord, où plus de 95% des ménages utilisent le feu de bois comme énergie de cuisson.
Au Bénin, les préparatifs vont bon train à l'approche de la rentrée scolaire prévue pour le 20 septembre prochain. Dans un contexte de crise sanitaire, les exigences sont nombreuses. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, les autorités béninoises appellent donc les établissements scolaires et les enseignants à prendre les dispositions nécessaires. Comment s'organisent-ils? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant, Lefti Ounou. Enseignants, écoliers et élèves retrouveront le chemin de l'école le 20 septembre 2021 au Bénin. En prélude à cette rentrée scolaire, les préparatifs vont bon train dans certains établissements de Cotonou. À l'instar de plusieurs autres, les responsables du complexe scolaire évangélique Beraka assise à Kokotomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, ont mis en place des dispositions pratiques pour la protection sanitaire des apprenants et le personnel enseignant. Au sein des établissements, le respect des gestes barrières ne sera pas la seule option. Nos gouvernants ont donné des prescriptions fermes et nous y sommes. Et en tant que chef d'établissement, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que à cette rentrée, que nos enfants soient vraiment sécurisés. Donc, vous allez comprendre que déjà, les dispositifs de lavage des mains sont déjà à l'entrée de l'école. Nous en avons aussi suffisamment dans notre magasin. Donc nous exigeons aussi dans l'établissement des masques obligatoires. Ça s'impose à tout le monde, parents, élèves et personnel administratif ou enseignants. La pré-rentrée a été fixée du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021, à l'exception des lycées techniques et centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Cette rentrée 2021-2022 intervient dans un contexte de hausse des cas d'infection à la Covid-19. Face à cette situation, le gouvernement a invité certaines corporations, notamment les enseignants, à se faire vacciner. Vous avez également constaté que le gouvernement a recommandé formellement et fortement à ce que le personnel enseignant puisse se vacciner. Mais au-delà de ça, vous savez, quand je regarde les statistiques, il y a quand même une catégorie de cibles âgées de 12 à 18 ans qui sont quand même de plus en plus contaminés. C'est 10% de la population des personnes contaminées. Et des vaccins sont indiqués pour ces cibles-là. C'est fait déjà dans les autres pays. Et lorsque nous allons avoir ce type de vaccin également, nous allons recommander que ces cibles également puissent être vaccinées dans cette tranche d'âge où il y a déjà du recul pour demander la vaccination de ces cibles. Comme à l'accoutumée, les responsables d'établissements scolaires feront face à des effectifs pléthoriques, notamment dans certaines écoles, collèges et universités publiques du Bénin. De nombreux observateurs formulent des inquiétudes sur d'éventuels risques de propagation du Covid-19 si des dispositions idoines ne sont pas prises. On l'appelle danse des générations. Dans la ville d'Adzopé, située au sud de la Côte d'Ivoire, ce rite ancestral a une portée hautement symbolique. Si elle reflète l'âme guerrière de ceux qui l'exécutent, elle marque aussi une transition, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Notre correspondant, Ange Bijou-Nomenio, s'est intéressé de près à cette coutume. Pas de danse, rythmé au son du tam-tam. Les mouvements de ce danseur sont exécutés à la perfection. Ici, en pays atier, la danse est une discipline qui n'est pas prise à la légère. Elle fait partie des rites ancestraux de la communauté. Les anciens de la ville d'Adzopé l'appellent « danse des générations ». Autrement dit, une danse qui se transmet de génération en génération. Zamblébi Jonathan est originaire de la région. Comme tous les jeunes natifs d'Adzopé, il est passé par ce rite traditionnel. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe qui valorise plusieurs danses ivoiriennes. On dit que le groupe d'Ogbodjou est un groupe qui met en valeur, qui valorise même la culture ivoirienne. Quand on parle de valeur de la culture ivoirienne, c'est-à-dire que ce groupe-là fait toutes les danses que compose la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous représentons la danse du Nord, la danse du Sud, la danse de l'Ouest, la danse de l'Est et la danse même du sang. Nous n'avons pas de danse carrée, mais nous avons une danse, nous représentons plusieurs danses qui font partie de la Côte d'Ivoire. Et nous aimons valoriser la culture ivoirienne à travers les danses que nous faisons.
Danse de réjouissance se mêle à la foi, car pour les habitants d'Adjopé, ce rite reste l'une des traditions les plus ancestrales et les plus incontournables de la région. Pour les anciens de la ville, elle marque le passage de la jeunesse à une certaine maturité chez le garçon. Il y a 3 générations, donc c'est à côté de cette danse de génération que maintenant des forces s'élèvent et puis maintenant se représentent dans ces générations-là. Et donc cette génération vient marquer le passage de chaque groupe que je viens de citer. Imbéché, Nyandor et puis Djoubin. À Adjopé, une panoplie de danses, à côté de la danse de génération, fonde la richesse du patrimoine du peuple atié. Et c'est à l'occasion des grandes célébrations que la plupart d'entre elles sont mises en avant, comme la première journée de la quinzaine touristique. Dans le reste de l'actualité, il avait 93 ans. Yassef Saadi, héros de la bataille d'Alger, est décédé ce vendredi. Dans un communiqué, le ministre des Anciens Combattants, Laïd Rebiga, honore la mémoire, je cite, d'un chef téméraire qui a défié les armées du colonisateur et les a combattus avec une volonté de fer, courage et abnégation jusqu'au recouvrement de l'indépendance. Selon l'agence de presse nationale, le militant devait être inhumé ce samedi à Alger. Figure majeure de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, Yassef Saadi avait joué son propre rôle dans le film La bataille d'Alger du cinéaste italien Gillo Pontecorvo, sorti en 1966. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.